En janvier 2002, la police du Yorkshire a fait une découverte horrible, le corps d'une jeune Coréenne cachée dans une valise métallique. Cette découverte choquante a donné lieu à une enquête qui a conduit à l'arrestation de l'un des meurtriers les plus violents de l'histoire du Royaume-Uni. Kim So est né en Corée du Sud vers 1970, mais on sait très peu de choses sur ses premières années. En septembre 2000, après avoir échoué dans sa tentative de fonder une famille, il a quitté son pays pour Londres, où il a décidé d'étudier l'anglais dans la capitale britannique. Mais dès octobre 2001, Kim a abandonné ses études et a commencé à gagner sa vie en louant 2 appartements, l'un sur Eagle Street près de Holborn, le célèbre quartier juridique de Londres, et l'autre, un duplex sur Gast Street, dans le quartier de Poplar. Pour promouvoir son activité, Kim a publié des annonces de location sur un site internet. Ses locataires étaient le plus souvent des étudiants, dont beaucoup, comme lui, étaient coréens. À cette époque, Kim avait une petite amie, Marika Ishimura, une jeune femme d'origine japonaise qui travaillait comme coiffeuse. Le couple vivait dans la chambre principale de l'appartement d'Eagle Street, tandis que 2 locataires coréennes louaient la 2e chambre. Ceux qui connaissaient Kim le décrivaient comme un homme gentil, poli et toujours souriant. Il savait se montrer charmant, en particulier avec les jeunes femmes. Il réussissait à faire croire aux gens qu'il venait d'une famille aisée et qu'il vivait dans l'opulence. Mais en réalité, sa situation financière était catastrophique. Les dettes s'accumulaient, ses cartes de crédit étaient bloquées. De plus, Kim et Marika consommaient souvent des substances illicites. En octobre 2001, leur relation était pratiquement terminée et la jeune femme, qui avait près de 10 ans de moins que Kim, ne se rendait presque plus à l'appartement. C'est à cette époque que Kim a rencontré Jin Yo-jong, une jeune femme sud-coréenne qui a loué une chambre dans son appartement pour 3 jours seulement. Jin étudiait la littérature française dans une université coréenne et avait passé quelque temps en France dans le cadre d'un programme d'échange. À son retour, ses parents et ses frères l'attendaient. Jin est arrivé à Londres le mercredi 24 octobre 2001 et prévoyait de retourner en France le samedi 27 octobre. Elle a trouvé Kim grâce à son annonce et a convenu de louer une chambre. Mais ces projets ont été interrompus de la manière la plus horrible qui soit. Dans la nuit du 26 octobre, la veille de son départ pour la France, Kim a agressé Jean. Les détails de l'incident restent inconnus, mais il est établi avec certitude qu'il lui a enroulé du ruban adhésif autour du visage, l'empêchant de respirer, et lui a attaché les poignets. Avant cela, Kim a forcé la jeune fille à lui donner les codes de ses cartes de crédit qu'il comptait utiliser plus tard. Il a ensuite placé le corps de Jean dans une valise métallique qu'il a cachée dans l'armoire de la chambre principale. La valise contenant le corps y est restée pendant 5 jours. Lorsque les autres locataires sont revenus à l'appartement vendredi et ont demandé où était Jean, Kim a répondu qu'elle était partie en France la veille et qu'il l'avait conduite à la gare. Il a raconté la même histoire, avec quelques modifications, aux amis et à la famille de la jeune fille, qui ont commencé à s'inquiéter lorsque Jin n'est pas revenu en France et semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le lendemain, le 27 octobre, Kim a utilisé les cartes bancaires de sa victime pour retirer de l'argent. Il a commencé par la carte de la banque coréenne Kookmin, un compte familial ouvert par les parents de Jin en cas d'urgence et qu'elle n'avait jamais utilisé. La première tentative a échoué, car il s'est trompé de code PIN, mais quelques jours plus tard, il a réessayé et a réussi à retirer 1990 livres sterling. Kim a essayé de retirer plus, mais le compte familial était déjà vide. Il a alors remis la deuxième carte, celle sur laquelle Jin gardait ses économies personnelles pendant ses études en France, à une autre jeune coréenne et lui a demandé de se rendre à Paris pour retirer autant d'argent que possible.
Cette demande aurait dû éveiller les soupçons, mais Kim a assuré à la jeune femme que la carte appartenait à Marika, sa petite amie, et a inventé une raison pour laquelle il fallait retirer l'argent à Paris. Apparemment, son explication s'est avérée suffisamment convaincante. En réalité, Kim essayait non seulement de s'emparer de l'argent de sa victime, mais aussi de créer une fausse piste, afin de faire croire que Jin s'était bien rendu à Paris et avait utilisé la carte là-bas. Il espérait que cela aiderait à semer la confusion dans l'esprit de la police lorsqu'elle commencerait à enquêter sur sa disparition. Tard dans la soirée du 31 octobre, Kim a mis la valise contenant le corps de Jin dans le coffre d'une voiture de location et a entrepris un long trajet de près de 4 heures jusqu'au village d'Ask, dans le Yorkshire du Nord. Là, au bord d'une route de campagne, il a jeté la valise contenant le corps de la jeune fille et est retourné à Londres. Kim a continué à mener sa vie habituelle. Il louait des chambres, souriait, et chaque fois qu'un ami de Jin s'intéressait à son sort, il répétait la même histoire sur son départ pour la France. Plus tard, entre le 17 et le 18 novembre, une autre jeune coréenne, Son In-chi, emménagea dans le duplex de Kim sur Gast Street. Au début, elle partageait la chambre principale avec son ami Moon, mais le 29 novembre, Moon retourna en Corée et Son resta seul dans l'appartement. Ceux qui connaissaient Son disaient qu'elle était une jeune fille joyeuse et souriante, et sa famille la considérait comme une fille exemplaire. Il y a peu d'informations sur ses études et celles-ci divergent. Certaines sources affirment que Son étudiait la gestion hôtelière à Londres, d'autres qu'elle était étudiante en Corée et qu'elle était venue à Londres pour apprendre l'anglais. Pendant son séjour dans le duplex, Son et Kim sont devenus des amis proches. On ne sait pas avec certitude s'ils entretenaient une relation amoureuse ou intime. Cependant, certains de ceux qui les ont vus ensemble pensaient qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux. Ceux qui connaissaient Son In-hae ont décrit sa relation avec Kim comme quelque chose de fraternel. Cependant, une amie de Son a plus tard avoué à la police que la jeune fille lui avait confié que Kim semblait s'intéresser particulièrement à elle. Mais Son n'a jamais mentionné qu'elle éprouvait des sentiments réciproques à son égard. Néanmoins, le 3 décembre 2001, Kim a demandé à tous les locataires de l'appartement d'Eagle Street de quitter les lieux, y compris Marika, avec qui leur relation était terminée depuis longtemps. Il a ensuite quitté Eagle Street et emménagé dans un duplex sur Augusta Street, où Son était resté. Au cours des jours suivants, ils ont continué à communiquer étroitement. Et la jeune fille a commencé à soupçonner de plus en plus souvent que derrière l'apparence polie et bienveillante de Kim se cachait un véritable monstre. Le 7 décembre, Son a été vue vivante pour la dernière fois. Elle déjeunait avec Kim dans un restaurant coréen. La jeune fille ne pouvait même pas imaginer la fin horrible qui l'attendait quelques heures plus tard. Kim a agi de la même manière qu'avec Jin Yo-jung. Il a ligoté Son avec du ruban adhésif, lui a attaché les poignets et les chevilles, puis lui a enfoncé une chaussette dans la bouche et lui a collé la bouche et le nez. La jeune fille s'est étouffée, mourant d'une mort lente et douloureuse. Suivant son plan monstrueux, Kim a de nouveau réussi à obtenir les coordonnées bancaires de sa victime. Ce n'est qu'après cela qu'il a caché le corps de Son dans le placard de l'entrée du duplex, qu'il a ensuite soigneusement scellé afin que personne ne puisse l'ouvrir. Le corps de la jeune fille y est resté plusieurs mois. Lorsque ses connaissances ont commencé à s'enquérir de Son, Kim leur a répondu avec un sang-froid imperturbable qu'elle avait trouvé un emploi dans un hôtel où elle était logée. Son avait 2 comptes bancaires, l'un à la banque britannique NatWest, l'autre à la banque coréenne Kookmin, qui était un compte familial destiné aux situations d'urgence et qu'elle n'utilisait presque jamais. Kim a retiré 240 livres sterling de la carte NatWest et a dépensé cet argent pour acheter un billet pour Toronto. Avant son départ, il a également utilisé la carte coréenne de Son pour voler un total d'environ 1200 livres sterling.
Kim est arrivé sans problème à Toronto, y a loué un appartement et a recommencé à louer des chambres, reproduisant le même modèle commercial qu'à Londres. Il prévoyait de rester au Canada pendant 1 an ou 2 et était convaincu d'avoir réussi à échapper à toute responsabilité pour ses crimes. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Alors que Kim continuait à vivre comme si de rien n'était, la famille de Jin n'avait pas cessé de la rechercher. Lorsque la jeune fille n'est pas revenue d'Angleterre à la date prévue, ses amis en France ont contacté ses proches en Corée. Ne parvenant pas à retrouver Jin, son frère a publié une annonce sur un site coréen dédié à la recherche de personnes disparues. C'est là qu'un policier coréen, qui suivait alors une formation à Londres, l'a vu. Son attention a été attirée par le fait que parmi les nombreux messages concernant des personnes disparues, il y en avait un qui coïncidait dans le temps avec une autre nouvelle tragique, la découverte du corps d'une jeune femme d'apparence asiatique placée dans une valise. Cette terrible découverte a eu lieu le 18 novembre 2001 dans le Yorkshire du Nord. Il s'est avéré par la suite que la valise contenant le corps avait été remarquée pour la première fois 2 semaines plus tôt. Mais comme l'endroit était isolé et qu'il n'y avait presque personne aux alentours, personne n'avait signalé la découverte. Ce n'est que lorsqu'un habitant de la région a essayé de soulever la valise et s'est rendu compte qu'elle était trop lourde qu'il a soupçonné quelque chose d'anormal et a appelé la police. Les agents arrivés sur place ont éclairé la valise avec leurs lampes torches et ont découvert avec horreur des yeux et des cheveux humains. La valise et son sinistre contenu ont été transportés à la morgue du Yorkshire. Lorsqu'elle a finalement été ouverte, on a découvert le corps presque nu d'une jeune femme qui ne portait plus que son soutien-gorge. La jeune fille mesurait un peu plus de 150 cm et ses membres et sa tête étaient enveloppés de rubans adhésifs. L'attention de la police a immédiatement été attirée par la particularité du ruban utilisé pour attacher le corps. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, mais d'un ruban décoratif de couleur bleu foncé avec un motif caractéristique représentant des visages d'hommes. Il s'est rapidement avéré que ce ruban avait été conçu par les artistes londoniens Gilbert et George. Il a été mis en vente en septembre 2000 et était vendu exclusivement dans les succursales britanniques de la galerie Tate, à Londres, Liverpool et Cornwall. Au total, seuls 850 rubans de ce type ont été vendus, ce qui s'est avéré être un indice important pour l'enquête. Lors de l'examen du corps, le médecin légiste a noté l'absence de traces de lutte. Cela a conduit à la conclusion suivante. Soit la victime avait été immobilisée par une substance qui n'a pas été détectée par les tests toxicologiques, soit elle avait accepté sous une certaine pression d'être ligotée. Les cheveux de la victime ont confirmé son origine. L'Asie du Sud-Est. Cependant, il n'a pas été possible à l'époque d'identifier la victime à partir de ses empreintes digitales et de sa carte dentaire. L'identité de la jeune fille n'a été établie que le 2 janvier 2002. Les policiers coréens, ayant remarqué l'avis de disparition de Jin et entendu parler du corps retrouvé dans une valise, ont contacté la police du Yorkshire. Les agents se sont adressés à l'ambassade coréenne, ont obtenu l'accès à la base de données des empreintes digitales de la Corée du Sud et ont confirmé l'identité de la victime. Il s'agissait bien de Jin Yeo-jung. Peu avant, le 18 décembre 2001, Son In-ae avait été porté disparu par ses amis qui n'avaient pas réussi à la joindre. Le 7 janvier 2002, la brigade criminelle de la police métropolitaine a appris que le corps de Jin avait été identifié et a compris que ces 2 affaires pouvaient être liées. La police de Londres et les détectives du Yorkshire ont lancé une enquête conjointe sous la direction du commissaire principal Jan Anker. Comme Son était porté disparu, mais que son corps n'avait pas encore été retrouvé, les agents ont commencé à reconstituer les événements à partir des informations fournies par les amis et les proches de Jan. Ils ont réussi à retracer son parcours jusqu'à l'appartement d'Eagle Street, où ils ont découvert un indice important.
le rouleau de ruban décoratif bleu avec des portraits qui avaient été utilisés pour ligoter et étrangler Jean. Des traces de sang de la jeune Coréenne ont été trouvées sur les objets trouvés dans l'appartement, y compris les meubles et les tissus d'ameublement, sur les plinthes, les murs, le canapé et le tapis. En ce qui concerne la disparition de Son, la police a appris qu'elle louait un logement dans une maison sur Augusta Street. Après avoir inspecté ce logement et l'appartement d'Eagle Street, les agents ont établi que les deux adresses étaient contrôlées par la même personne, Kim Kso. À ce moment-là, il se trouvait déjà au Canada. L'analyse des conversations téléphoniques de Kim a montré qu'il se trouvait dans la région du Yorkshire du Nord au moment où la valise contenant le corps de Jean a été découverte. Lors de la perquisition du véhicule que Kim avait loué en octobre 2001, des traces du sang de Jean ont été trouvées. Comme tous les indices indiquaient un lien entre les deux victimes, l'enquête a permis d'identifier un suspect principal. Le 17 janvier 2002, la police métropolitaine et la police du North Yorkshire ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle elles ont demandé au public de fournir toute information relative aux deux jeunes filles. Et, comme par ironie du sort, ce même jour, Kim est revenu brièvement à Londres. Le soir même, il a été arrêté dans un cybercafé. Il a été inculpé du meurtre de Jin Yo-jung et immédiatement placé en détention. Le 21 janvier, Kim a comparu devant le tribunal de première instance où son avocat a demandé sa libération sous caution. Cependant, le tribunal a rejeté la demande et le suspect a été maintenu en détention jusqu'au début du procès, prévu pour le 28 janvier. Mais, comme c'est souvent le cas, la date de l'audience a été reportée à une date ultérieure. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Son se poursuivait. Le 14 mars 2002, un ouvrier du bâtiment nommé Paul Mee effectuait des travaux de rénovation dans la salle de bain d'un duplex situé sur Augusta Street. Son attention a été attirée par de nombreuses mouches qui s'envolaient d'un des panneaux muraux. L'homme a soupçonné quelque chose d'anormal et en a informé les autorités. Le lendemain, les policiers se sont rendus à l'adresse indiquée. Lors de leur inspection, ils ont découvert une armoire scellée dans le couloir. À l'intérieur se trouvait une pile de vêtements malodorants, derrière laquelle était enveloppé dans une housse de couette le corps nu d'une jeune fille. Il a été établi par la suite qu'il s'agissait des restes de Son In-ae. Il s'est avéré que la police s'était déjà rendue dans ce duplex le 9 janvier 2002, dans le cadre de l'enquête initiale. À l'époque, les agents n'avaient trouvé que les vêtements appartenant à la première victime, Jin. Ils n'avaient tout simplement pas remarqué l'armoire scellée. Au cours de l'autopsie, il s'est avéré que, comme dans le cas de Jin, le visage, les poignets et les chevilles de Son étaient enveloppés dans le même ruban décoratif avec des portraits achetés à la galerie Tate. Cette fois-ci, la partie inférieure du visage de la jeune fille avait été tellement écrasée que cela avait été l'une des causes de sa mort. Il est à noter qu'aucun des corps ne présentait de traces d'agression sexuelle. Des tests ADN supplémentaires effectués sur les objets trouvés dans ce même placard ont confirmé qu'une partie des vêtements et une paire de chaussures appartenaient à Jin. Le 4 avril 2002, Kim Kso a été officiellement inculpé d'un deuxième chef d'accusation, celui du meurtre de Son. Il devait comparaître à nouveau devant le tribunal le 7 mai, cette fois devant la Cour pénale centrale, pour faire des aveux. Cependant, avec l'aide d'un interprète, Kim n'a reconnu sa culpabilité dans aucun des deux crimes. Bien que la première audience ait été fixée au 30 septembre 2002, les audiences n'ont commencé qu'en mars 2003. Pendant le procès, Kim a refusé le contre-interrogatoire et n'a pas témoigné. Il a déclaré au jury que la mort de Son était le résultat d'un jeu érotique raté qui s'était terminé en tragédie. Il a affirmé qu'il ne voulait pas la tuer, mais le tribunal n'a pas accepté cette version et le procès s'est poursuivi. Kim n'a jamais pu expliquer pourquoi il avait commis ces deux crimes.
Dans son discours, le procureur John Dunn-Ledlow a suggéré les motifs possibles de l'accusé: fantasmes sexuels et difficultés financières. Kim était endetté et espérait peut-être avoir accès à l'argent de ses victimes. Mais le procureur a également ajouté qu'il était probable que cet homme ait pris plaisir au processus même, à savoir la privation lente et douloureuse de la vie. Le procureur a souligné toute l'horreur que les deux jeunes filles ont sans aucun doute vécue dans leurs derniers instants. Le médecin légiste Christopher Miro, qui faisait partie de l'équipe chargée d'examiner les corps des deux victimes, a également témoigné devant le tribunal. Il a avoué n'avoir jamais été confronté à un tel mode opératoire au cours de toute sa carrière. Marika Ishimura, l'ancienne compagne de l'accusé, a également témoigné devant le tribunal. Elle a déclaré que le ruban décoratif utilisé dans les crimes lui appartenait. Elle l'avait acheté à la Tate Gallery spécialement pour les occasions spéciales. Kim Jung-gon, un ami de Kim, a également témoigné. Il a raconté qu'à la fin de l'année 2001, il avait accompagné l'accusé dans un magasin où celui-ci avait l'intention d'acheter une valise, soi-disant pour les affaires de sa petite amie. Cependant, selon le témoin, la valise s'est avérée trop chère et l'achat n'a pas eu lieu. Finalement, le 25 mars 2003, le jury a déclaré Kim Kso coupable du meurtre de 2 jeunes étudiantes. Le tribunal l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité.